Eh bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne des éditions Kana et ce soir j'ai sorti les lunettes de soleil puisque nous allons parler d'un mangaka absolument extraordinaire, on va parler de Shohei Manabe aujourd'hui, donc vous le connaissez hein, bien sûr, c'est la street, la rue, la vraie comme on dit et on va en parler avec un magnifique parterre d'invités aujourd'hui, on va évidemment débriefer qui est ce mangaka, on va parler également de ses deux œuvres fondatrices qu'il nous a sorties, ainsi que de la relation que Kana entretient avec cet auteur. Bref, c'est parti pour un magnifique live concernant cet auteur incroyable. On va commencer avec eh bien, notre premier invité, on va commencer par Fausto Fasulo, qui est donc également créateur du magazine Atome, mais également directeur artistique du Festival d'Angoulême, du côté de toute l'exposition au Japon qu'on a eue sur... De l'Asie, de l'Extrême-Orient, ouais, okay. Avec une dominante japonaise, naturellement. Alors comment vas-tu, Fausto ? Très bien. Ça se passe ? Ouais, ça va. Un peu légèrement en jet lag, puisque je reviens de la ville de Ushijima, mais ça va. Ça commence fort. Comme quoi. Alors, on en parle un petit peu, mais voilà, tu as été donc du coup effectivement très impliqué sur ce festival d'Angoulême. Est-ce que tu as... C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Est-ce que tu as peut-être voilà, un petit message à faire passer concernant bien ce festival qui vient de se finir, qui a été un franc succès. On sait que ça a été vraiment un truc ultra important là, sur les dernières années, puisque c'était le 50e. En termes de line-up et tout, on en a un petit peu parlé avant l'émission, mais quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Bah, c'était très amusant à faire, à la fois fatigant, mais très amusant à faire. Et c'était extrêmement gratifiant de voir un public aussi nombreux, de voir un public aussi jeune aussi. Je pense que les gens qui ont déambulé dans Angoulême ont pu aussi constater un véritable rajeunissement du public. Rajeunissement qui est évidemment dû en partie, je pense, au line-up et à la programmation Asie. Donc, majoritairement japonaise, totalement japonaise à vrai dire. Et c'est vrai que c'était un peu ce qu'on disait off-record juste avant. Je crois que c'est la première fois au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement en fait, sur Terre qui a pu afficher un tel line-up d'auteurs et qui peut se targuer d'avoir réuni au même endroit Hajime Isayama, Junji Ito, Ryuichi Ikegami, Riichiro Inagaki et Akane Torikai, pour citer les 5 qui étaient présents, et avec effectivement 3 expositions avec les 3 auteurs présents, donc ça c'est quand même assez incroyable. C'est emblématique aujourd'hui. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à se projeter dans la future édition, en essayant de faire aussi bien, et en essayant d'avoir des invités du même niveau, j'ai envie de dire, si ce n'est supérieur, même si ce serait pas ça va commencer à être dur, mais... cette édition. Oui, il y a un moment où on va se taper la tête au plafond, j'ai envie de dire, mais on va essayer de faire aussi bien. Ouais. Et ben en tout cas, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. On va passer au deuxième invité du jour, c'est ce très cher Mathieu, éditeur chez Kana. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien. Un peu stressé pour le premier live et la découverte du studio. Mais t'inquiète pas. Regarde le plateau que tu as, absolument extraordinaire. Et notre troisième joyeux luron qui clôture un petit peu tout cela, c'est ce très cher Nathan, chargé des projets numériques eh bien, chez Kana. C'est grâce à lui que vous avez notamment cette série de live. On est traité de joyeux luron. Ça fait plaisir. Incroyable. Parce qu'il a un t-shirt Gaston et des joyeux lurons. Je suis désolé, mais il a Gaston, je peux pas dire autre chose. Mathieu, il a un t-shirt pingouin, non, c'est ça, non ? C'est quoi ? C'est Bonnie Poon. Mais sachez qu'on avait un t-shirt Ushijima au bureau, mais il est trop petit pour moi. Ouais. On avait un Rossel. Ouais, mais taille japonaise, plus petit. Ah oui, forcément. C'est voilà. un peu plus c'était pas un Woody Kana, c'était un t-shirt japonais. Oui, japonais. Pas mal. Alors évidemment, pourquoi on parle un petit peu de Manabe aujourd'hui ? C'est tout simplement parce qu'on a eu la sortie récente de son nouveau manga Kujo l'implacable, qui est dispo chez Big Kana. Le premier volume est sorti, et donc du coup on s'est dit que c'était le moment un peu de vous faire une rétrospective de cet auteur mythique du underground, et donc du coup on va prendre le temps tous ensemble de découvrir un petit peu tout cela. On va évidemment parler de ce très cher mangaka, on va parler des 46 volumes de Ushijima et de comment vous l'avez ramené tout simplement chez Kana, parce que ça a quand même été un gros pari de votre côté à cette époque. Et évidemment, on clôturera avec Kujo. Et évidemment, on essaiera de récolter 2-3 petites anecdotes avec monsieur à ma gauche qui a 2-3 petits trucs à nous dire concernant cet auteur. Je vous propose qu'on y aille, on rentre dans le vif du sujet. On va un petit peu parler de Manabe
lui-même. Fausto, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de Shohei Manabe, parce que ça reste quand même un mangaka qui n'est pas forcément super connu du grand public. Du coup, je suis assez curieux de voir comment toi tu le décris aujourd'hui. Effectivement, le grand public français ne le connaît pas trop. Ouais. Alors après, c'est pas non plus une superstar au Japon. Néanmoins, il est quand même installé dans le registre du seinen et c'est une signature qui est plutôt connue des amateurs de manga, effectivement urbains, réalistes et durs. Shohei Manabe, il a un parcours assez classique, j'ai envie de dire, celui qu'on raconte à peu près à chaque fois quand on évoque des mangakas, c'est-à-dire que il commence. Alors on peut remonter un peu plus loin. Hein, lui, donc, il est dans une famille assez particulière, je sais pas, mais en tout cas qui a une singularité, c'est que ses parents en fait appartiennent à une secte bouddhiste. Dont je ne peux pas citer le nom en fait, puisqu'il m'avait demandé de ne pas le dire en interview, donc je ne le dirai pas, mais c'est une des plus grandes sectes bouddhistes qui par ailleurs est aussi très implantée à l'international, donc en fait en quelques clics vous allez pouvoir savoir de quoi je parle. Et il a assez mal vécu cette enfance, je ne sais pas, mais en tout cas c'était assez compliqué, il n'avait pas le droit de recevoir des copains à la maison, tout ça, etc. Donc c'était plutôt un gamin un peu solitaire au départ. Qui a eu une scolarité dans un lycée pas très bien fréquenté, on va dire, où les possibilités, les débouchés, on va dire, étaient très limités. En gros, c'était soit devenir yakuza, soit travailler à l'usine. Il y a une anecdote assez marrante qui raconte, c'était qu'un jour, il y a un des gars qui travaillait à l'usine, justement, qui recrutait à la sortie du lycée, qui était passé en cours pour faire la promotion en fait de l'endroit où il bossait, et en fait le gars est arrivé avec le visage à moitié brûlé et Manabe dit genre ça nous donnait vachement envie de travailler dans cette usine là quand le mec qui vient faire de la retape pour son entreprise a le visage à moitié brûlé. Donc bref, il a envie d'être mangaka évidemment depuis le collège, je crois. Son père s'oppose radicalement en fait à cette possibilité. Sa mère l'encourage. C'est quelque chose qu'il a retenu et qu'il dit très souvent. C'est que sans le soutien de sa mère, il n'aurait peut-être pas pu passer le cap. Sachant qu'il a l'air de venir, alors j'ai pas envie de tirer de conclusions trop hâtives, mais d'une famille plutôt modeste, en tout cas probablement pas très argentée, il arrive quand même à s'inscrire dans une école de design gratuite. Et c'est là qu'il commence à apprendre les rudiments du dessin. Et après, très rapidement, quand je dis que c'est la même histoire à peu près pour tous les mangakas, c'est qu'il envoie une histoire courte à un éditeur, en l'occurrence Kodansha, puisqu'il a commencé avec Kodansha. Je crois que c'était un concours du magazine Afternoon, donc qui est un des magazines seinen phares de Kodansha. Il a gagné un prix qui lui a permis d'avoir un petit peu d'argent, à briller et autres, bien sûr. D'avoir aussi un petit peu d'argent. Ça, c'était plutôt important parce que c'est vrai que c'était compliqué. Il avait un travail alimentaire à côté. Comme beaucoup au début d'ailleurs. Comme beaucoup au début, je crois qu'il avait plus ou moins mis en pause ce job alimentaire-là. Donc il avait emprunté de l'argent. Je lui avais posé la question, est-ce qu'il avait emprunté de l'argent à un usurier? Il m'a dit non, j'ai emprunté de l'argent à une structure, tout ce qu'il y a de plus normal et officiel, entre guillemets. Et puis c'est comme ça qu'il s'est lancé, donc chez Kodansha dans un premier temps, où il signera plus tard, parce que il a perdu son père entre-temps, et donc il a ouvert une parenthèse aussi quand il a commencé à être mangaka, où il n'a pas pu enchaîner sur une série immédiatement après le prix qu'a récolté cette histoire courte. Et sa première série, ça va être une série qui est inédite en France, qui s'appelle The Smuggler, dont le dessin est très très influencé par Taiyo Matsumoto. C'est vrai que ça a été une de ses grosses influences au départ. Quand on regarde les premiers dessins en fait de Shohei Manabe, on voit bien, on voit bien que il lorgnait clairement justement du côté du style un peu. Un peu atypique, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que Taiyo Matsumoto, on reconnaît immédiatement son dessin. Et il fait des gueules. Tout à fait, ouais. Et c'est dans les codes, en fait. Et c'est vrai que quand on voit les premiers dessins de Manabe, on se dit, mais le gars, il est juste en train de faire exactement ce que fait Taiyo Matsumoto. Et puis après, il a fini par s'émanciper de cette influence-là. Et il a poursuivi. Il a fait un autre manga aussi chez Kodansha qui s'appelle The End, qui est une sorte de version un peu dérangée, j'ai envie de dire, de Urusei Yatsura, donc la mue. La série n'a pas du tout fonctionné, elle a été interrompue, et ça a été la première rupture professionnelle de sa carrière.
puisqu'il a quitté la Kodansha qui voulait lui coller un scénariste pour travailler sur un projet. Ah oui, carrément. Lui, il voulait pas du tout, en fait, il se sentait pas du tout à l'aise avec ça, et c'est là que, par chance, des crayonnés de Ushijima vont tomber dans les mains de la femme d'un éditeur chez Shogakukan, qui était la femme, je crois, du rédacteur en chef de Big Comic Spirits. C'est déjà lunaire, en vrai. Voilà. La relation, elle est déjà compliquée. C'est encore une fois, c'est un coup du hasard, et puis c'est comme ça qu'il va commencer avec cette série Fleuve chez Shogakukan, qui est aujourd'hui son éditeur et avec lequel ça se passe très bien, je crois. Et puis voilà, là on est sur Ushijima. On arrive sur Ushijima, puis Kujo, bref, l'histoire qu'on va vous raconter par la suite. Vous deux qui êtes chez Kana et qui donc du coup voyez quand même la série depuis maintenant pas mal de temps et qui vous savez que Kujo allait arriver et autres, comment vous voyez un petit peu Shohei Manabe, je sais pas qui veut commencer, peut-être Nathan qui a l'air un peu plus chaud, mais... Ouais, non, moi j'ai connu Shohei Manabe pendant que j'étais chez Kana en fait. Enfin, on me l'a un peu présenté avant, mais je m'y intéressais pas vraiment. On préparait Kujo à l'époque ou pas du tout? Non, avant, parce qu'en fait, quand je suis rentré chez Kana, j'ai un ami qui s'est dit « Tiens, mais Ushijima, c'est chez Kana, tu sais m'aider à avoir des tomes et tout ça. » Donc quand je tombais sur des réimpressions, parce qu'on est très content, parfois il y a des réimps, eh bien, voilà, je faisais des petits cadeaux et puis je me suis dit « Bon, je vais m'y intéresser parce que justement, comme tu dis, on commençait à avoir Kujo qui allait arriver en 2023 et moi je suis devenu directement fan en fait. Alors qu'il était là depuis très très longtemps quoi. En 2007 il est arrivé. C'est arrivé très tôt chez Kana. Trop tôt même en fait. Mais ça on en reviendra évidemment après. Mais justement, tu dis que donc du coup t'es tombé ultra fan d'un coup, mais c'est quoi qui t'a séduit? C'est quoi? C'est son trait? C'est sa narration? Ou c'est même la combinaison des deux qui a réussi à te... Je m'attendais pas à tomber sur des histoires aussi chocs et en être attiré. Enfin, c'est un peu morbide et tout. C'est limite un peu gênant de se dire... Donc c'est ta curiosité morbide qui t'a tenu? Ouais, mais en même temps, on se laisse porter parce que le dessin est ultra réaliste. Et en fait, il parle d'histoire, on s'attend pas à ce qu'il aille aussi loin. On se dit, il va arrêter un moment. Ça va s'arrêter. Non. Le gars dont il est en train de raconter l'histoire, c'est bon, il a vu les pires atrocités. Non. Il y a toujours pire, en fait. Et voilà, 46 volumes, il parle de plein de mondes différents, de toute la population japonaise, et c'est hyper intéressant, en fait. Et toi, Mathieu? Et pour moi, c'est pareil. Je l'ai commencé quand je suis arrivé en stage chez Kana. Donc, commence à faire un petit bout là. Ouais, c'est un collègue qui m'avait mis 2 séries. Donc, il m'a mis Angel Voice parce que je suis un fan de foot. Donc là, c'était plutôt raccord. Et Ushijima, alors là, je sais pas pourquoi il m'a mis Ushijima. Le 180 degrés. Ça, c'est vraiment le forcing dans le foot. T'étais un peu morbide aussi. Donc, ouais, pareil, j'avais commencé Ushijima. Et bon, la chance d'être chez Kana, c'est qu'il y avait les 46 tomes à dispo. Alors, à l'époque, c'était pas terminé. On devait être autour de 42. Donc, et pareil que Nathan, en fait, quand tu rentres dans la série, tu t'attends pas à ça. Et c'est vrai que c'est une espèce de voyeurisme malsain où tu as toujours envie de savoir jusqu'où ça va aller. Et du coup, le dessin m'a particulièrement plu parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et on n'est pas dans les codes. Et honnêtement, les personnages, en fait, il fait des visages assez laids, mais qui collent justement au scénario et à la situation des personnages. Donc moi, ça m'a tout de suite plu, en fait, clairement. Ouais, c'est intéressant l'appellation LED parce que... Il fait des gueules, en fait, c'est ça, en fait. Moi, c'est plus vraiment des gueules bourrées de charisme, tu vois, que tu vas avoir que du lait. Mais je comprends la définition, effectivement, quand tu prends, contrairement à tout ce qu'on peut avoir sur le manga game actuellement ou autre, c'est vrai que ça a de la gueule et c'est un peu plus de mordant, on va dire, dans le dessin. Toi, justement, Fausto, comment tu as connu aussi, peut-être... Du coup, t'as commencé par Smuggler, toi qui as eu la chance de découvrir ça? Non, moi je l'ai découvert avec Ushijima, le tome 1 chez Kana, très basiquement quand il est sorti. Ce qui m'intéressait, c'était l'aspect documentaire en fait. Alors à l'époque, on était moins habitué aux dessins ultra réalistes et aux dessins d'après-photo comme fait Manabe, même s'il y a déjà eu des précédents. Les lecteurs de Gantz et du travail de Hiroya Oku se souviennent aussi de la manière dont il mettait en scène de manière très photoréaliste
C'est Gantz, oui, c'est vrai des que- corps. Ah oui, Gantz, c'est complètement comme ça. Inu Asano aussi, mais Inu Asano est un proche de Shohei Manabe par ailleurs. Mais non, moi ce qui m'a plu, c'est globalement comme mes copains d'à côté, hein, c'est effectivement la dimension documentaire, une vision du Japon qui changeait radicalement de ce qu'on pouvait trouver dans les mangas, en tout cas sur le marché français. Regardez ce côté très lisse, en fait. Ouais. Et puis surtout, un personnage principal qui est parfaitement insaisissable. C'est-à-dire que psychologiquement, on a beaucoup de mal à le cerner. On voit très bien que c'est un type qui, effectivement, n'est pas des plus fréquentables. Mais c'est très, très compliqué de lui coller une étiquette ou de l'enfermer dans une sorte de carcan moral. C'est quelqu'un de trouble. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, d'avoir comme ça, de devoir suivre un personnage qui est mal aimable. Ouais. On en sait En assez réalité. peu, hein, au final, dans la série. Hein, Et on en sait assez peu. Apparemment, ça on prend va du temps. Hein, Ouais, Nick, on va en fait. savoir plus, avec un spin-off sur la jeunesse de Ushijima là, qui vient tout juste de sortir au Japon. Mais c'est vrai qu'il y a une aura de mystère autour du personnage. Et puis surtout, il y a une surenchère dans le sordide que j'ai trouvé absolument fascinante, comme tu disais Nathan, c'est-à-dire que c'est une série de portraits et donc une série de descentes aux enfers. Et très sincèrement, parfois on est au sous-sol et en fait on se rend compte qu'il nous amène au deuxième sous-sol, au troisième sous-sol, au quatrième sous-sol. Enfin, Ça sera déjà bien. il y a un jeu, c'est quasiment The des Binding of matryoshka, Isaac, quoi. ça va C'est tout quasiment rendre, des ouais, poupées c'est- russes. En fait, Oui, on se demande jusqu'où. C'est comme les poupées russes, jusqu'où ça va aller, en fait, jusqu'où ça va nous mener. Ça s'arrête absolument jamais. Et en même temps, cette surenchère-là, elle est parfaitement cohérente avec le projet, c'est qu'il vient fouiner dans les recoins les plus sombres et de l'humanité et de la société japonaise. Et ça, il y a très peu de mangas qui ont été aussi loin dans ce type de portrait-là, avec aussi, comme je le disais tout à l'heure, une précision documentaire qui, par ailleurs, est complètement est dans son ADN d'auteur. C'est-à-dire que lui se documente beaucoup. Donc, naturellement, son manga est effectivement très précis, même si j'imagine qu'il y a des exagérations fictionnelles. Mais reste très globalement... bon. Mais la base même, la racine du projet, c'est quand même des trucs très documentés, très réalistes. Oui, voire des faits divers qui ont Bien sûr. eu lieu, oui. Alors, pour vous faire un petit point quand même, hein, donc du coup, Ushijima, c'est sorti en 2007 chez Kana, 46 volumes disponibles. Alors, on a des réimpressions qui sont faites aussi sur la série, donc il n'y a pas trop de problèmes de non. réassort et autres. Donc ça, vous êtes plutôt tranquille si vous avez envie de vous faire la série. Et ensuite, effectivement, Kujo qui est sorti il y a quelques jours, qui continue d'être en cours au Japon, hein, si je ne me trompe pas. hein. C'est Ouais. encore- Ah ouais, ouais, c'est ouais. Il y a encore en cours de 7 diffusion. volumes au Japon, et puis il était en avant-première à Angoulême, justement. Donc, Donc, du coup, ça veut dire que là, il nous fait donc Kujo l'implacable, et en même temps, il va nous faire un spin-off sur Ushijima. Ah, le spin-off est en cours, là. Donc, il fait les deux en même temps. Oui. Bah, après, je sais pas du tout quel sera... Kujo, ça va être très long. Ouais. C'est certain. Et ça se voit déjà dans la construction. Non, de mais l'histoire, ça va être d'accord. très long. Et puis on est sur on l'a peut-être pas dit au départ, mais en fait Ushijima, c'est une série d'histoires qui sont pas toujours liées les unes aux autres. Le fil rouge, c'est effectivement le bureau de Ushijima-kun, donc le personnage principal, qui est donc un usurier. Donc quand on a besoin d'argent, on va frapper à sa porte, sauf que les taux sont effectivement très très élevés. Donc voilà, naturellement, alors après il y a des arcs, etc. hein, mais c'est une série qui, vu qu'on a c'est fait pour durer. une série d'épisodes qui sont parfois indépendants et décorrélés les uns des autres, même s'il y a quand même effectivement une structure, est amené à s'étendre. Et c'est étendu parce que je parlais d'Ushijima, Kujo, lui, de toute façon, a sensiblement la même structure. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être que le personnage d'Ushijima, d'ailleurs, Apparaîtrait, on rencontrera en vrai, Kujo. ça serait quelque chose qui pourrait... gravite, il barbote quand même dans la même mare. hein. Oui, Le de personnage. toute façon, en fait, c'est ça, en fait, c'est... tu sors de Ushijima, tu retombes sur Kujo, t'es dans le même truc. Il n'y a pas trop de C'est changement impossible de d'ambiance. savoir à quel moment ça se passe. Ah oui, ça par contre, mais ça justement, je pense que ça fait partie un petit peu du... parce qu'on parlait de mystère tout à l'heure, avec justement avec Ushijima, mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ma lecture, c'est que vraiment, tu sais jamais vraiment quand c'est, quel moment c'est, Ni t'auras- où, ni en fait. où, tu resteras toujours dans le flou Il constant. mélange des quartiers, il se fait plaisir. Vraiment, sur ce point-là, il a été trop fort. Et vraiment, j'ai
vraiment kiffé cette lecture-là. C'est dit, pardon, une précision, je vais pas dire j'étais en train de réfléchir, mais Ouais. il me semble que le spin-off sur la jeunesse de Ushijima-kun est scénarisé par Shoei Manabe, mais pas dessiné. Donc à vérifier. Ah oui, ok. Parce Ok. qu'effectivement, il y a eu des planches comment dirais-je, des spin-offs et des épisodes. Et il y a même eu par ailleurs d'autres mangas de Shoei Manabe qu'il a simplement scénarisé. Donc parfois il est juste au scénario et quelqu'un d'autre dessine. Bon, ce qui en vrai n'est pas forcément dérangeant, hein, tant que on a quand même Manabe derrière en termes de plumes pour le scénar, j'imagine. Oui, qu'on reste quand bien même, sûr. Voilà, sur une continuité scénaristique et autres, donc ça devrait bien se passer. Alors maintenant, moi j'ai une vraie question quand même, parce que ça fait 10 minutes qu'on parle vraiment de Manabe, mais on sait que c'est pas fait pour tout le monde, mais pourquoi c'est pas fait pour tout le monde? Parce que il y a une dureté qui est profonde, mais à quel point elle est profonde, tu vois? Est-ce que tu as peut-être un élément de réponse, Mathieu? C'est violent en fait, à la fois dans le trash physique, mais moralement en fait. Vous avez vraiment si vous êtes sensible ou si vous n'êtes pas à l'aise sur certaines histoires ou certains crimes ou autres, forcément dans Ushijima vous allez être confronté à des situations qui peuvent vous mettre mal à l'aise et forcément dans la lecture vous n'allez pas apprécier. C'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure, au début. C'est un peu du voyeurisme malsain parce que justement cette descente aux enfers dont on parle, on a l'impression des fois qu'elle n'approche plus limite, où le personnage en fait ça va aller toujours plus loin, de plus en plus loin et de plus en plus loin. Et le tome 1 est vraiment une très bonne mise en bouche. Mais c'est très intime. Si vous adhérez pas au tome 1, c'est ça, vous pouvez vous voilà, arrêter. c'est pas très commercial ce que je dis, pardon. Non, mais je sais que c'est un live sponsorisé. Aïe. Mais c'est voilà, faut pas. On dit, il faut savoir donner sa chance au produit. Mais déjà, tu donnes ta chance. Mais effectivement, le premier tome donne le là, et c'est vrai que si on n'adhère pas trop à la proposition dès le départ, après ça risque d'être compliqué. C'est ça. Là où je trouve peut-être d'ailleurs Kujo plus accessible, Oui. de par la profession notamment de Kujo qui nous fait rentrer plus simplement dans le Tu es dans la légalité en fait. Tout de suite. Exactement. Ce qui n'est pas le cas dans Ushijima. C'est Très cinématographique aussi. Kujo, je suis assez d'accord là-dessus. Justement, moi je vous propose qu'on passe enfin justement au vif du sujet. On va parler un petit peu plus d'Ushijima et notamment de comment la série est arrivée en France, de l'impact qu'elle a eu et surtout de ce que ça va donner pour la suite. En plus de ça, à la fin de la section, vous pourrez gagner des mangas. Donc soyez présents dans le chat. N'hésitez pas aussi, je vous lis juste en dessous. Je peux récupérer vos questions pour les poser évidemment à nos invités. Donc n'hésitez évidemment pas. Nous sommes là pour cela, bien sûr. Du coup, Ushijima, Fausto, un petit synopsis rapide. Comme ça, on peut enchaîner sur vraiment l'essence même de Ushijima. Il y a peut-être un petit trailer comme ça, on les Oui, met, c'est ça, pardon. on les Exact. met dedans. Il y a un trailer, Qu'est-ce qu'il comme est ça, fort, ça vous met dans ce l'ambiance Et directement. surtout le trailer, une musique très très bien que Mathieu m'a... C'est Mathieu qui l'a choisi. Non, mais il m'a... Voilà, on discute c'est- les brainstorms et tout c'est ça, vrai. et la C'est musique, insisté. Et j'espère ça- qu'elle vous plaît. Vous voyez, c'est ça, Kana. Attends, c'est beau, c'est une famille, ça s'entraide. Même sur des trailers. C'est parti, le petit trailer d'Ushijima, et on se retrouve juste après pour le synopsis de la série et voir ce qu'il a dans le ventre. Et voilà, Ushijima, l'usurier de l'ombre. Vous avez pu voir 2-3 planches qui vous mettent bien dans l'ambiance. Le petit Desert Eagle collé à l'œil, ça fait toujours plaisir, évidemment. C'est pour vous mettre dans l'ambiance directement. Franchement, vous avez pu voir, évidemment, on parlait un petit peu des décors réalistes et des gueules bien charismatiques. Je pense que vous en avez eu 2-3 aperçus dans ce trailer. Alors maintenant, mon très cher Fausto, on revient à ce qu'on disait juste avant. Très cher Vitel. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de Ushijima, histoire de nous mettre dedans, et après, on enchaîne et on rentre dans ce que le public attend, les anecdotes et autres. Le résumé, il est hyper simple en fait. Déjà, on a vu un teaser qui raconte en partie l'histoire, mais en fait, ça fait partie de ces mangas où l'histoire est le personnage. C'est-à-dire que là, le sous-titre, l'usurier de l'ombre,
c'est clairement l'histoire, c'est-à-dire qu'on a affaire à un usurier, donc quelqu'un, comme je le disais précédemment, à qui on va emprunter de l'argent quand très souvent les banques nous refusent un prêt, sauf que ce prêt, en termes d'intérêt, va être pas colossal. hyper intéressant. Comment dirais-je, le côté un petit peu malin en fait du manga, c'est de montrer comment, dès la souscription de ce prêt, eh bien les personnes qui viennent voir Ushijima entrent littéralement dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est des remboursements de dettes sur remboursements de dettes, et ces remboursements-là passent souvent par des activités illégales. Ce qui est assez passionnant dans le manga, c'est de voir comment ce type de problématique touche l'ensemble de la société japonaise, en termes d'âge, en termes de sexe, en termes de profession. Il parle autant du milieu de la nuit que de petits vieux qui claquent tout leur argent dans des salles de pachinko. Donc en fait, c'est la grande force de Manabe, c'est d'avoir un spectre extrêmement large. Et de nous montrer que tous ces problèmes en fait que le Japon met très souvent sous le tapis et n'a pas forcément envie de montrer ou de divulguer, eh bien lui les expose au grand jour à travers son manga et son personnage, donc Ushijima-kun. Parce qu'effectivement, c'est quand même très paradoxal, mais on sait que le Japon a quand même vachement tendance à cacher ce genre de problème-là, à dire non, mais le pachinko, c'est pas un jeu d'argent, je vous jure. Quand tu sais que bon, tu vas juste à côté avec tes billes et tu rentres dans une Mercedes et tu ressors avec un lot. Bon, bref, ça, c'est des petites expériences personnelles au Japon. On est donc du coup sur une série qui va réussir à clairement captiver le lecteur. Enfin, on l'a redit plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui, si vous n'accrochez pas au tome 1, franchement, enfin, tu peux ne pas aller plus loin parce que tu vas avoir tellement pris une claque dans la tronche que, enfin, moi, ça a été vraiment un coup de cœur et j'ai enchaîné 20 tomes d'affilée. Malheureusement, j'ai pas pu finir pour l'émission, mais déjà, je me suis fait quand même bien 20 tomes plus qu'Ujo. Je vous jure que je suis bien dans l'ambiance que Manabe. Je suis là, je suis en mode, ok, c'est bon. Après Bonne Poun Poun, je me régale. Vraiment, tous mes lives avec vous, c'est un plaisir. On va essayer de faire un live un peu plus sympa, l'ambiance un peu plus posée. Parce que là, vraiment. En plus, c'est l'hiver, tu vois, il fait froid. Ouais, on est malade et tout. On est bien. Non, mais c'est bien, ça nous donne du baume au cœur, hein, vraiment. Ushijima, vous inquiétez pas du tout. Vraiment pas. Bon, alors du coup, on va parler un petit peu quand même de la série au Japon. Comment a été reçue la série au Japon, Fausto? Parce que ça, j'avoue que c'est un peu le point noir que j'ai là-dessus, c'est que je ne connais pas du tout l'impact qu'a eu Manabe au Japon. Comment il a réussi à s'en sortir, justement, comme tu l'as dit, avec Shogakukan? La série a rencontré son public assez rapidement, du moins suffisamment rapidement pour qu'il puisse dérouler ses épisodes sur je ne sais combien d'années précisément. Je ne me souviens plus des dates exactes de prépublication au Japon et quand ça s'est terminé, mais il me semble que la série, il l'a peut-être dessinée pendant plus de 10 ans, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il réfléchissait déjà à Kujo quand il était vers la fin d'Ushijima, donc c'était déjà une histoire qui était un peu en germe dans son esprit. Je pense que le public japonais a apprécié aussi ce que nous on a apprécié, sauf que nous on a peut-être un regard un petit peu plus, comment dirais-je, exotique sur ces problèmes-là. Je pense qu'il y a un effet miroir brandi à la face du lecteur qui, à mon avis, a créé une sorte d'électrochoc et qui a permis de fédérer un public, parce que quand bien même le personnage n'est pas des plus aimables, on a quand même envie de voir ce qu'il va faire, comment il va s'en sortir, puisque voilà, il est quand même s'il a l'air invincible au début et dans certains épisodes, il y a quand même quelques fois où on se demande comment il va pouvoir s'en sortir vivant. Ouais. On nous donne les dates, c'est de 2004 à 2019, donc 15 ans de publication c'est ça, donc au plus, de Japon 10 ans, plus de 10 ans. Merci pour cette précision, je ne sais plus qui a dit ça. C'est Gonrad, qui nous régale, évidemment. Merci. Le sacré. Toujours là, infidèle. Donc, alors oui, entre-temps, il a signé des histoires courtes, etc. Enfin, il travaillait sur plein de choses. Et puis en plus, il était sur une publication mensuelle avec Ushijima, donc il n'était pas non plus... il n'était pas non plus sur une périodicité trop dure, même si c'est toujours dur, évidemment. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de voir comment... je ne sais pas s'il faut que j'aborde ce problème-là, enfin ce sujet-là maintenant, mais c'est comment l'histoire lui est venue, en fait. Ah, tu peux complètement l'aborder, il n'y a pas de souci. On est là pour parler justement un petit peu de tout ça. N'oublie pas, on est là pour discuter. S'il y a un sujet qui passe devant, ne t'en fais pas.
C'est à moi de... Non, mais c'est pas sa première série, mais c'est clairement son acte de naissance en tant qu'auteur. En fait, oui, c'est ça. En fait, c'est son premier gros succès critique qui lui a permis d'être mis en avant. The Smuggler avait quand même été remarqué, mais il y a eu une adaptation au cinéma de The Smuggler. Mais il est évident que d'un point de vue graphique et scénaristique, c'est la série qui détermine qui il est en tant qu'auteur. C'est son point de maturité, du coup, tu dirais ? C'est toujours un peu compliqué de dire que c'est l'œuvre de la maturité, on ne sait pas trop, mais... Il évolue énormément en 46 volumes. Et en plus, il évolue dans le manga. En 15 ans, tu as le temps. Tu parlais du dessin, comme quoi c'était pas forcément... ça pouvait rebuter certaines personnes, mais le tome 1 est vachement différent au niveau du trait du dessin par rapport au dernier. Ouais. Ça, l'avantage aussi avec une série longue, c'est que tu le vois évoluer, que ce soit dans les thèmes ou dans le dessin. Moi, ce qu'on se rapproche de Kujo maintenant dans son style, moi j'adore ce style de dessin beaucoup plus épuré qu'au tout début, tout en restant hyper violent et sec. Ça reste très saisissant son dessin. Il y a pas de... Tu sens qu'il n'y a pas de concession dans le dessin. C'est tout de suite, ça reste maintenant. En fait, justement, je pense qu'il a même plus capté l'essence de ce qu'il voulait, et donc du coup, il va tout de suite plus droit au but avec son dessin, et tu te prends une grande claque directe, quoi. Là, les extraits qu'on voit passer, quand il y a certaines planches qu'on avait sélectionnées, il y a des planches qu'on a pris au tome 20, d'autres au tome 1, et on voit déjà un petit peu son changement de style, je trouve. Moi, ça me plaît beaucoup, ça, quand un auteur se lâche et évolue avec son œuvre. Il y a quelques petits soucis sur les corps, les visages, les perspectives dans les premiers volumes, dans les premiers épisodes où on voit que voilà, il est encore en train de tâtonner. Tu le vois aussi au niveau des mains. Moi, c'est ça qui m'avait le plus choqué justement au début. C'était vraiment les mains qui sont un peu encore. Regarde là la couverture. Tu vois très bien Ushijima de face. La planche à côté. Voilà. Il y a de gros changements dans le style. Après, le personnage est un peu plus... Alors là, c'est vrai qu'un personnage vu de face comme ça, j'ai envie de dire, c'est facile à destiner. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est qu'il est assis au volant, donc déjà la perspective est un peu différente. Mais bien sûr. Mais cela dit, après, on le voit effectivement progresser, ça c'est clair. Il est beaucoup plus à l'aise dans les anatomies de ses personnages. Et puis, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que il se staffe progressivement, et que le fait d'avoir de plus en plus d'assistants, ça va clairement changer la donne, quoi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, lui, se concentrer sur des étapes, des choses bien précises de son dessin, qu'il n'avait pas forcément le temps de faire avant, parce que il était tout seul ou peu accompagné. Et avec le temps, il a créé limite une PME, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'assistants qui sont autour de lui. Je ne sais pas combien il en a. Vu le type de dessin qu'il fait, et notamment sur Kujo, je pense que ça va être un mec qui doit tourner, à mon avis, à 4-5 assistants. Ouais, facile, ouais. Et en plus, lui... Vu qu'il y a un très gros travail de documentation, je pense que parfois, il y avait, notamment sur les premiers tomes, il y avait un moment où il devait faire comment dirais-je, trouver un équilibre entre le temps passé à se documenter et aller interroger des personnes sur le terrain et le temps passé à dessiner. Je pense qu'il y a des fois, ça devait un peu se collisionner tout ça et rendre la livraison un peu compliquée. Parce que ça, c'est intéressant. C'est bien que tu le mentionnes, mais... vu que c'est lui qui allait recueillir justement ce genre d'infos-là, j'imagine que ce genre de travail-là, il ne le donnait pas à ses assistants. Non. Parce que c'est pas du tout les mêmes relations, surtout avec ce genre de personnes-là. Il est même maîtrisé. Il va avoir la main sur le scénario. Il va avoir la main sur le scénario. C'est pour ça que ça n'a pas matché avec Kodansha. C'est quand ils ont voulu lui coller un scénariste, il a dit non. Il a dit non, moi c'est moi qui fais mon histoire et pas quelqu'un d'autre. Dans une interview que tu as mis dans un tome, il dit qu'il prend des photos énormément, en tout cas pour Kujo. Il passe des journées à aller juste se promener, faire des photos, et en fait il a une banque de données immense. Et il le dit que des fois, il oublie de venir redessiner au soir tout ce qu'il a vu la journée. Donc c'est quelqu'un d'investi. On sent en tout cas qu'il a envie vraiment d'aller le plus loin possible là-dedans. Mais bon, maintenant on va parler un petit peu du succès en France de Ushijima. Alors on dit succès parce que voilà, c'est un peu particulier. Ushijima, ça a été longtemps un manga qui ne rencontrait pas forcément son public en France. On sait qu'aujourd'hui, comme on l'a dit par exemple avec Asano, c'est quelque chose qui d'un coup se retrouve un peu plus mis en avant de par l'évolution du manga
et du marché du manga plus globalement en France. Est-ce que toi, justement, Mathieu, tu as vu quand même une courbe de progression, même toi, Nathan, hein, sur les réseaux ou ce genre de choses-là? Est-ce que vous avez vu un peu plus de Ushijima mis en avant? Est-ce que Manabe commence à avoir vraiment une patte un peu plus appréciée en France? Oui, mais t'es clairement pas au niveau d'Asano. Bien sûr, Typiquement, bien nous, sûr. c'est en fait c'est assez facile parce qu'on c'est clairement deux comparables qu'on a chez Kana. On les a lancés les deux au milieu des années 2000 et les deux sont arrivés beaucoup trop tôt. Ouais. Là où Asano est en train de regagner vraiment une belle lettre de noblesse avec Boni Poon Poon qui a vraiment un gros succès. Pour Ushijima, même maintenant, c'est très très compliqué. Ouais. Et là, on a fait vraiment une grosse opération de com, de remise en avant parce qu'on sortait la nouvelle série et parce l'a qu'on vu, avait ouais. Kujo. Mais dans les faits, Ushijima, certes, on en voit plus maintenant parce que le public est plus mature. Puis on en reparle. On en reparle exactement, c'est le but avec Kujo. On y croit à la série. L'édito l'a travaillé et s'est dit ok, on y va. Malgré le fait que Ushijima, c'est 46 volumes qu'on a gardés au catalogue et qui Et que avaient vous avez du continué mal. d'imprimer, hein? Et qu'on a continué. Et ça, C'est vrai, ça, c'est ultra important à le C'est dire. très important parce que voilà, on a une équipe qui se tire les cheveux avec les impressions et les réimpressions parce que c'est quelque chose de très compliqué à tenir. Surtout aujourd'hui avec la crise de papier. Bien du sûr. papier, c'est des mois à l'avance qu'il faut prévoir ça. Quand il y a une adaptation animée, il faut à tout prix se préparer à ça. Et même pour des séries qui, clairement, n'ont pas rencontré leur succès, ça nous est arrivé de quand même le garder au catalogue pour diverses raisons. Là où Ushijima, c'est le dessin, l'aspect documentaire, c'est une série qu'on voulait vraiment garder au catalogue. Et l'auteur, on voulait le garder aussi. C'est pour ça qu'on allait Bien sûr. prendre Kujo. Comme pour Asano, on n'a jamais lâché l'auteur. Là, on voulait pas lâcher Manabe. Et on pense justement que maintenant, avec Kujo, Ushijima peut faire comme Poon Poon. Oui, il y a essayer moyen trouver de son se public. propager encore plus. Donc là, on va voir clairement ce que ça va donner maintenant, parce que c'est encore trop tôt vraiment pour savoir. Ah. Mais on en parle justement, mais on a donc du coup justement voilà, cette petite opération de com où vous avez le tome 1 gratuit de Ushijima. Est-ce que tu peux un peu nous parler voilà, de cette OP? Parce que moi je trouve que c'est ultra intéressant et je trouve ça très cool de la part d'un éditeur de donner carrément un volume 1 gratos entre guillemets. Donc moi je suis assez curieux de voir justement comment vous vous êtes mis en place du côté de Kana pour se dire allez, vas-y, on parie sur ce genre de choses-là, on envoie la sauce pendant je sais pas combien de mois en alimentant au maximum avec des tomes 1 gratos. Est-ce que vous voyez déjà plus ou moins un retour sur ce genre de choses-là? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive déjà à créer l'émulsion sur le marché? ouais, alors pour te faire un peu la genèse, la complication dans cette histoire, évidemment, c'est de réussir à remettre en avant une série qui est sortie en 2007, qui a eu 46 tomes, qui n'ont pas vraiment fonctionné en France. Et là, on sait que par exemple, sur les OP qui existent, où on achète le tome 1, t'as le tome 2 gratuit, sur le CNN, ça marche pas très bien, et sur une série qui n'a pas trouvé son public, ça marchera pas. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un truc qui sort de l'ordinaire, et donc forcément offrir le tome 1 sans contrepartie d'achat. Bon, a priori, ça devait plutôt bien fonctionner. Et on revient à ce qu'on s'est dit en plus de tout à l'heure sur Ushijima, c'est que si tu lis le tome 1, a priori, bon, si t'as aimé, tu vas aimer les 45 qui vont suivre. Si t'as pas aimé, pas besoin d'aller plus loin. Après, c'est la série qui fait son taf, et c'est le lecteur aime, le lecteur aime pas. Vous remarquerez qu'on a mis quand même un gros sticker pour public averti. Non, mais en vrai, moi je trouve ça bien. Il n'était pas déjà sur les derniers volumes de la série? Non, je crois qu'il est en C4. Ah oui, c'est ça, autant pour moi, t'as raison. En C4, on le met toujours quoi qu'il arrive. Tout à fait. Mais c'est juste que là, tu avais la complication, comme le tome est offert justement sans contrepartie d'achat, n'importe qui en fait peut aller en librairie et le récupérer. En tout cas, le public l'idée, est averti, je pense. Vu la taille du sticker, le public est averti. Parce que mine de rien, c'est un gamin de 8 ans, il va en librairie. Ouais, ça, c'est un peu galère. C'était vraiment la grosse question. C'est la vie, je pense, passer par là. Oui, après, c'est c'est toujours les anecdotes que Christelle ou Yves Schlierf, qui sont chez Kana, enfin qui étaient à la jeunesse de Kana, aiment bien nous raconter qu'à l'époque, les lettres, ça fusait. Le manga, c'est quoi ça? Donc imagine si un gamin de 8 ans reçoit ça gratuitement par le libraire. Ah oui, là, ça va commencer à piquer. Ça nous a permis aussi de faire une édition un peu plus spéciale pour l'occasion, parce qu'on a mis à la fin le premier chapitre de Kujo pour le découvrir. On avait plein d'autres idées. Maintenant, les validations sont parfois très complexes et on a mis en C4 une illustration un peu différente qui donne un peu le ton, si tu veux, tu peux le montrer, pour expliquer que voilà, vous avez eu le tome 1 de Ushijima gratuit, mais rien n'est gratuit dans la vie, donc il va falloir acheter la suite avec les intérêts. Donc on se fait plaisir, c'est un thème quand même
au marketing, c'est quand même cool à traiter. Surtout quand on est fan. Marketing, usurier, effectivement. C'est vrai, Il y a des liens. Il y a des liens. Faut pas lui emprunter de l'argent, lui. Mais, Non, voilà pourquoi on t'a mis cette série dans les mains. Moi, je vois tout à fait. Vous ne voyez pas le rapport, moi je le vois maintenant en tout cas. Mais après, la complication, tu vois, pour finir aussi, c'était d'expliquer à l'ayant droit, mine de rien. Parce Bien que, sûr. Tu vas voir chez Bakukan et tu leur dis, en fait, on va offrir des milliers Alors en fait, on va imprimer Mass volume 1 C'est ça. et on va pas gagner de thunes dessus. Ouais, donc, mais finalement, il n'y a pas eu de frein. Là, Shock, Comme quoi Shock, sur le coup, ils ont tout de suite compris l'intérêt en fait, de faire ça sur la série et de relancer tout le fond Ushijima. Donc ça a marché, on s'est lancé. Et oui, on a clairement là les effets. Alors, sur les tomes qui suivent, pas sur toute la série, pas sur les 46, mais sur le 2 et 3, déjà, ça se fait déjà sentir. Il y a des gens, en fait, je pense, qui ont pris le tome 1 et qui ont enchaîné directement en prenant le 2 et 3 tout de suite. Donc voilà, maintenant, on va voir dans le temps ce que ça va donner. En fait, même au-delà de l'aspect que je trouve très, très intelligent, je trouve que c'est aussi une preuve de confiance que vous accordez à l'auteur. Vous ressortez pas juste un nouveau manga, c'est vous croyez vraiment à l'auteur en lui-même et du coup vous lui donnez vraiment toutes les cartes possibles. Et moi je trouve ça très cool. On évoque aussi un petit peu les autres sujets que vous avez utilisés pour propager la bonne parole. Mais vous avez également donc du coup fait des podcasts sur. On développe tout ça. On développe plein de choses. Hein, là, ce live, faire un live sur Ushijima, Shoei Manabe, c'est quand même. Pas anodin, c'est pas un auteur, on fait pas un live sur Naruto ou quoi, donc... Il paraît que si on achète le dernier tome de Naruto, il y a Ushijima qui est offert, non? Je sais pas, mais vous pouvez essayer en tout cas. Je dirais pour comprendre finalement Naruto, il faut acheter Ushijima. On prend des énergies. Si seulement on pouvait faire ça, ce serait mais oui, on développe des nouveaux outils, le live, on fait des podcasts avec qui... Mathieu était déjà dedans, donc comme quoi il est partout. Et voilà, on fait plein de choses et on continue à un peu en parler aussi sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir de voir des personnes un peu prendre en main cette série et le bouche à oreille, c'est ça qui peut permettre à cette série de continuer à recruter, quoi. C'est la politique auteur aussi. Tu vois, globalement, ce qui a marché sur Asano, c'est qu'on a continué à sortir les séries et chaque nouvelle série, ça remet tout l'auteur en avant. Là, l'idée, c'était que forcément, on sort Kujo, on va pas lâcher Ushijima alors que ça fait 15 ans qu'on garde la série. Ouais. Donc maintenant, on va croiser les doigts pour que la série puisse vraiment trouver son public. On pense que maintenant, quand même, le public est beaucoup plus mature et clairement prêt pour ce genre d'histoire. Faut donc voilà, n'hésitez pas au moins à récupérer le tome 1 gratuitement en librairie s'il en reste. Et après, si vous aimez, vous avez les autres qui seront dispo. On a quand même, moi je trouve, une petite résurgence du côté du genre underground et ce genre de choses-là. On a Golden Guy qui marche bien, ce genre de choses. Donc on peut quand même espérer effectivement... un petit peu plus de prolifération pour ce genre-là. En tout cas, Ushijima, moi je pense que c'est clairement une œuvre que vous pouvez lire si en tout cas vous êtes dans la tranche d'âge et dans ce type de lecture aussi, on va pas se mentir. Tout le monde n'apprécie pas ce genre de choses-là, mais moi je pense vraiment qu'il y a quand même quelque chose qui est assez captivant avec Ushijima. Et justement, Fauston, on va y venir parce que moi je suis quand même très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais comment Manabe a fait pour nous tenir sur 46 volumes avec Ushijima? Je pense que déjà il aurait pu en faire au moins 60 ou 70. C'est lui qui le dit, il avait beaucoup d'histoires à raconter. Non, c'est une accumulation de témoignages qu'il a récoltés au fil du temps, qui l'ont stimulé à des degrés divers pour qu'il puisse ensuite répercuter ça à travers son récit. Et il a tiré le fil en fait. Ce qu'il dit, c'est que en vérité, ce qui se passe au Japon, dans les zones un peu sombres de la société, c'est un puits sans fond, en vrai. C'est un puits sans fond, mais ce qu'il dit est tout à fait applicable à n'importe quel autre pays et autre société en réalité. Je veux dire c'est assez universel. Voilà, je pense que c'est aussi la force du manga. Je ne vais pas dire c'est son universalité parce que ce serait mentir. En revanche, effectivement, il y a des problèmes qui sont évoqués, qui peuvent tout à fait faire écho à des problèmes que nous, on connaît directement, je ne le souhaite pas, indirectement probablement. Il en avait tellement sous le pied qu'il aurait pu continuer à travailler autour de Ushijima et de sa petite agence pendant des épisodes et des épisodes. Sauf que et par ailleurs, lui-même le dit, s'il a commencé Kujo, c'est pas du tout parce qu'il avait plus d'idées sur Ushijima, c'est juste parce que je pense qu'il y avait un moment où c'était pas mal aussi pour lui de se déployer un peu ailleurs, d'aborder un autre personnage. Une autre façon de le mettre en Voilà, avant, il a toujours été fasciné par les avocats, enfin toujours fasciné, c'est un grand mot, il a toujours été intéressé par le métier d'avocat. Et tu disais tout à l'heure,
qui a peut-être un aspect plus accessible dans Kujo. Ça, c'est un truc qu'il souhaitait dès le départ. Il voulait vraiment faire une œuvre bien moins noire que Ushijima, moins sordide, moins glauque, faire une œuvre plus accessible, voire faire un truc qui serait un simili-blockbuster pour adultes. Ouais. Bon, lui, il dit qu'il s'est planté. Il dit non, finalement, je me suis Il retombe très vite dans ses travers. je suis retombé dans le noir et je suis retombé dans le sordide, mais moins, pour le moment, moins que sur quand même, je trouve, Ushijima. mais... Après, je pense que chasser le naturel, il revient au galop. Il y a un moment où il va aborder des affaires qui vont être plus bien épineuses. plus profondes que ce qu'on connaît déjà. Ouais. Et en tout cas, oui, tout aussi noir peut-être que ce que vivent les clients d'Ushijima. Après, il y a juste un truc au niveau de la sémantique. Tu parlais d'underground, c'est vrai que il y a des... je ne sais pas trop comment on pourrait définir très clairement. Pour moi, c'est du manga pour adultes. Ouais. C'est vrai que c'est un mot que je vois souvent popper sur les réseaux sociaux. Oui, manga underground, etc. Mais en fait, pour moi, l'underground, ça ne veut rien dire, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, un manga underground, c'est quoi? C'est un manga qui, effectivement, ne bénéficie pas d'une distribution à grande échelle et qui est plutôt, comment dirais-je, confidentiel. Là, on est quand même sur alors, c'est des histoires qui... En plus, ça ne parle même pas vraiment de l'underground en réalité, parce que finalement, tout ce qu'on voit dans Ushijima, c'est un petit peu c'est une tranche de vie. Oui, c'est des tranches de vie. Non, mais alors après, même ça aussi, tranche de vie, tout ça, c'est des expressions. Oui, c'est des... En fait, c'est des termes qu'on a tous acquis au fur et à mesure du temps, alors qu'on ne devrait pas forcément les... Mais c'est vrai qu'après, tu vois, c'est pas vraiment un manga de Yakuza, tu vois, ce qui est par exemple Golden Guy, qui est un vrai thriller Yakuza-esque. Ah, c'est Yakuza au max, là, y a voilà, pas de... mais c'est vrai que là, on est sur en fait, Ushijima, c'est un... Je vais être un peu marketeux et je vais ouvrir. En fait, je pense qu'il faut simplement dire que c'est un thriller ultra réaliste. Ouais, voilà, c'est-à-dire que parce qu'il y a quand même du suspense, parce qu'il y a quand même des comment dirais-je, des techniques d'écriture et des stratagèmes justement narratifs qui nous renvoient à certains polars. Il y a des twists, il y a des intrigues, il y a des révélations, donc il y a tout ça, sauf que le cadre est très réaliste, très, très social. Et en cela, je pense que c'est aussi ce qui fait la qualité de Ushijima. On a affaire à un vrai page-turner, comme disent les Américains. C'est-à-dire que tu le disais toi-même, tu t'es goinfré les 20 volumes. Quand on adhère à Ushijima, il y a une dimension addictive quand même qui est très très prononcée. Et cette dimension-là, elle passe par effectivement la qualité d'écriture de Manabe et son niveau de documentation, et puis aussi son style de dessin qui, même quand il est un petit peu tâtonnant au début, reste quand même suffisamment agressif pour nous tenir. Et je perds un peu le fil de ce que je disais, mais ce qui est certain, c'est que là où, à mon avis, c'est quand même une œuvre qui n'est pas si inaccessible que ça, c'est qu'on a quand même affaire à un thriller, et que si on aime les bons thrillers, bien noirs, on adhère, quoi. Ouais, bien sûr. On peut adhérer. Alors, du coup, justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait bénéficier un petit peu, voilà, à Ushijima? C'est que nous, le public occidental, on est quand même vraiment bercé avec des séries ricaines autour des thrillers et ce genre de choses-là, où ça va taper un peu plus dur, hein, on va pas se mentir, hein, même s'il y a des séries qui sont très dures au Japon, mais j'ai quand même l'impression que voilà, tout ce qu'on consomme à travers les différentes séries US, on arrive sur des choses qui sont un peu plus énervées. Séries télé ou sur les plateformes, c'est ça, c'est que oui, bien sûr. Est-ce que justement, c'est peut-être pas maintenant que justement on a autant de plateformes, autant de séries disponibles, est-ce que c'est pas aussi ce genre de choses-là qui peuvent peut-être amener un peu plus le manga dans les mains des gens avec, j'en sais rien, des petites recommandations qu'on pourrait mettre, faire des petits parallèles avec ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Ouais, clairement, dans les faits, après, c'est maintenant, mais pas avant, parce que c'est pas forcément ce que tu attendais d'un manga. Où t'avais quand même clairement... le marché en fait, du manga est jeune en France. Donc pendant des années, les gens, ton public était assez jeune, assez ado et voulait que du shonen. Donc est-ce que c'est encore très le cas, mais... Oui, le shonen continue de dominer clairement le genre, mais est-ce que c'est parce que basiquement juste ton marché du manga est devenu... Enfin, maintenant il a 30 ans, donc t'as des gens qui sont plus âgés et qui vont naturellement aller vers le seinen, ou est-ce qu'effectivement c'est une influence, comme tu dis, de tout ton microcosme en fait autour, où tu vas voir les séries sur Netflix, Prime Video, etc. Ou sur des trucs qui sont aussi très durs côté américain, qui vont t'habituer à ça. Honnêtement, je pencherais plus moi vers la première option, vraiment le fait plus que la prise d'âge. C'est ça exactement. Enfin même moi j'ai 28 ans, donc je me considère pas encore comme giga vieux, mais le shonen, j'adore ça. Mais c'est revu, machin. J'ai envie d'aller vers
Asano, j'ai commencé il y a 3 ans, je surkiffe, alors que je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais pas pu lire un Asano, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bien Ça aurait sûr. été pareil sûrement pour Ushijima. Donc pour moi, c'est juste une maturité en fait que tu acquiers en grandissant et une recherche vraiment d'aller vers autre chose que ce qui était proposé sur les trucs les plus frontales en fait dans le manga quoi, basiquement. Bon, on dit que t'es un bébou, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais cela dit, Mais oui. là, ce que tu dis est intéressant sur un point, c'est qu'effectivement, il y a des mangaka aujourd'hui qui reconnaissent cette influence, c'est celle des séries américaines sur leur travail. Ouais, mais ça m'étonne. C'est pour ça que Et j'ai eu ça, vraiment c'est quand même assez ouais. marrant, c'est de voir que, parce que les plateformes ont évidemment explosé au Japon, et puis surtout, ça leur permet d'avoir un accès à tout un tas de séries américaines qu'ils pouvaient voir peut-être un peu plus difficilement avant, je sais pas, mais en tout cas, un volume de production qui est beaucoup plus important que ce à quoi ils avaient accès auparavant. Et après, alors ouais, je sais pas, peut-être qu'effectivement, le plus jeune public, je suis d'accord avec toi sur la possible maturité du public. Effectivement, au bout d'un moment, on a peut-être un peu marre de se coltiner les mêmes shonen habituels, et que bon, tu grandis, et finalement, c'est j'ai envie de dire, dans l'ordre des choses, que d'aller un peu voir ailleurs. Mais peut-être que le public d'aujourd'hui est un petit peu plus armé en termes de tolérance graphique, parce qu'il a regardé des séries américaines qui parfois vont assez loin dans la violence graphique, qui sont assez osées dans les thématiques, même si ce qui est toujours intéressant avec le Japon et le manga, c'est on va dire un aspect qui est volontiers amoral. Et c'est vrai que dans les productions américaines, et notamment les productions de plateforme, et notamment les productions Netflix, on en revient quand même toujours. Oui, non, mais ça mais c'est quasiment des exceptions. Oui, mais en réalité. en fait, c'est parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le seuil de tolérance. Là où des gens ont été capables d'apprécier un Dahmer, alors que, moi, tu me mettais Dahmer il y a 3 ans, mais genre jamais je le regardais et je t'aurais dit, mais c'est quoi ce truc de détraqué, tu vois. Ouais, mais après, t'as des films qui ont été réalisés il y a 40 ans et qui pulvérisent Dahmer en termes de violence graphique, hein, tu vois. Ça, je suis totalement d'accord, mais encore une fois, voilà, c'est ça. C'est une accessibilité qui est quand même vraiment différente et qui facilite aujourd'hui quand même un accès assez inédit, entre guillemets, à ce type de violence-là. Et puis après, il faut aussi toujours dire des choses, c'est que la fiction est la fiction et que la fiction n'est pas un auteur. C'est-à-dire que, voilà, je veux dire, on peut filmer ou dessiner des choses absolument innommables, ce n'est pas pour autant qu'on les pense ou qu'on a envie de les vivre. Qu'on les accepte. Alors, malheureusement, le temps file, donc il faut qu'on passe maintenant un peu à coup de jeu. Mais juste avant, tirage au sort, messieurs, dames, puisque 5 personnes vont pouvoir gagner dans le chat les 5 premiers volumes de Ushijima. Voilà, on vous parlait un petit peu du caractère addictif de Ushijima. Eh bien, vous pourrez tomber dedans en 5 volumes et racheter évidemment les 41 autres juste derrière. Merci à vous. Donc je vais laisser évidemment la personne derrière le compte des éditions Kana gérer ce truc-là. Nous allons continuer évidemment notre aventure. Il faut juste qu'ils tapent Ushijima dans le chat. C'est Ushijima dans le chat? Oui, ils peuvent noter Ushijima dans le chat et ils gagneront. Nathan président, il faut noter ça. Je pense. Nathan, une augmentation pour Nathan 2023. président et une augmentation. Vous l'avez entendu, mes chers chefs. On en reparlera. Et Mathieu, pourquoi pas aussi. Merci. Voilà. Si les ventes de Surtout Ushijima Mathieu, augmentent, vous devez bénéficier d'un ruissellement. Voilà. Ça me semble évident, voilà. mon très cher Nathan. Toi aussi, Mathieu, évidemment, n'hésite pas. Merci beaucoup. On vous soutiendra jusqu'au bout, les Le frères. marketing, quand même, doit être rétribué. Encore plus de reviendrai, monde en tout cas. au festival d'Angoulême aussi. Allez, toujours plus. Ah, merci. Alors évidemment, juste un petit mot d'ailleurs là-dessus, mais pour faire connaître Manabe, est-ce que ce serait pas une bonne idée de le ramener Ah bah évidemment, c'est un auteur qui, c'est effectivement, mais là où c'est intéressant parce que c'est un peu comme Asano, c'est-à-dire que on va pas dévier sur Asano, mais c'est vrai qu'Asano, bon, il a un côté plus instantanément pop qui fait qu'il est plus accessible. Même si ce qui est très intéressant, c'est que c'est un auteur cheval de Troie, et quand on voit les couvertures de Bonnie Poon Poon, on se dit ah tiens, etc. Puis non. Puis après tu rentres dedans et tu fais dommage. Bon, Manabe, c'est un peu plus clair et évident que la couverture est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de l'ouvrage. Mais
Il est vrai que Manabe, ça aurait été très compliqué de le faire venir les années d'avant pour une raison évidente, c'est que sa notoriété n'était pas suffisamment importante en France. Ouais. Or là, on va voir comment Kujo va prendre, et je pense qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui serait ravi de rencontrer son public international et français spécifiquement, et qui en plus a une capacité de prise de parole et qui est très intéressant à l'oral. Donc, au vu de sa documentation, en fait, juste pour ça, je me dis que ce serait ultra intéressant de l'avoir à un moment, ne serait-ce que... Enfin, même pour des conférences, toi qui as eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et d'avoir beaucoup de discussions avec lui, j'imagine que tu as dû quand même, toi, être un peu halluciné quand même de la capacité de documentation que le type avait. Disons que tu as l'impression de voir quelqu'un qui sort littéralement des pages de son manga, quoi. Donc, il est assez funky, non? Physiquement, oui. Il y a une photo qui tourne sur les réseaux sociaux, sur Internet, pardon, qui est assez célèbre. On le voit avec une paire de lunettes de soleil, un petit peu comme toi en amorce de cette émission. Il n'est pas comme ça. Tout était prévu, les gars. Il n'est pas comme ça, j'imagine, au quotidien, mais c'est quelqu'un qui, il a un côté un peu street, sans être non plus dans l'exagération, comme Ushijima, c'est-à-dire en oversize comme un rappeur américain. Mais non, c'est quelqu'un qui ressemble au dessin qu'il fait, mais en même temps, et aux histoires qu'il raconte, mais c'est un peu comme Asano. Je trouve que Asano, il a la tête et le look de ses mangas. Ouais. Il a des lapins, juste ou pas? Oui, c'est vrai que Ushijima a une passion pour les lapins. J'ai pas vu de lapin dans son atelier, mais peut-être chez lui. Bon, alors, Steph dans le chat nous dit OK, on l'invite. Oula. C'est toi, hein. Là, nous ne sommes pas responsables. T'es miné. C'est là qu'on voit la déconnexion de la réalité du public. Elle est à distance. On y croit, Steph, je suis tout cœur avec toi, tu le sais très bien. Bon, on va passer quand même à la nouvelle sortie, à ce qui nous a permis de faire ce live aujourd'hui. On va parler évidemment de Kujo l'implacable, un avocat qui se veut défenseur des droits humains, si, comme il le dit si bien dans les premières pages du manga. Fausto, toi qui nous as fait le synopsis de Ushijima, on va évidemment la voir, mais d'abord, petit trailer, on se retrouve juste après. Kujo, vous allez voir, c'est pas du Deagle dans les yeux, mais bon, tu sens qu'il te met un peu la presse quand même. Dérangeant mais fascinant, voilà ce qui vous résumera Kujo l'implacable. Mais une personne saura mieux le faire que moi, c'est notre très cher Fausto. Je te laisse évidemment la parole pour ce synopsis incroyable. Je savais pas que j'étais une machine à pitch en fait. Quoi. Heureusement qu'il n'y a que deux titres parce que je déteste pitcher en plus. Nickel. Du coup il pitch pas. Non mais c'est comme Ushijima, c'est très simple à pitcher. C'est un manga personnage. Donc le personnage et le manga, le personnage et l'histoire. Donc on était du côté des hors-la-loi entre guillemets. Enfin on était dans les zones d'ombre avec Ushijima. Là non pas. Qu'on passe dans le côté un peu plus lumineux, mais en tout cas, on est censément être du côté de la loi, avec un avocat, Taizai Kujo, Kujo l'implacable donc, qui a des clients pour le coup qui sont effectivement plutôt du mauvais côté. Ouais, du mauvais côté, pas forcément toujours de manière très claire, mais en tout cas, il a des clients avec des affaires très compliquées. Et ce qui est intéressant, comme dans Ushijima, c'est cette espèce de trouble, de flou qu'il y a autour de la personnalité profonde du personnage. En fait, c'est pareil. Physiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur un personnage qui ressemble plutôt à Ushijima, non pas dans la tenue vestimentaire, mais dans la réflexion même.
Ouais, et puis même comment dirais-je, dans le corps, dans la manière de se positionner. Enfin voilà, c'est un personnage c'est une espèce de personnage un peu pilier comme ça. Bon, même là, s'il n'est pas forcément, il est dans une posture un peu plus façon repenseur de Rodin, mais il a aussi ce côté comme Ushijima avec les lapins où tu te dis oula, changement d'ambiance. Et d'un coup, le type, il arrive à vriller. Et ici, je trouve qu'il y a un peu ce côté aussi quand on le voit dans son quotidien sur l'immeuble, dans une tente, et puis se dire ouais, mais en fait. Ma femme, je lui ai donné toute ma fortune parce que je me suis dit que c'était mieux. Ça me faisait gagner du temps, ça me faisait gagner de l'argent. Le type est pragmatique. C'est un petit décalage auquel on s'attend pas quand on te le présente comme ça, avec des poses et tout. Tu te dis, waouh, stylé. Et en fait, c'est clairement un poseur. Hein, mais ouais, non, c'est pas mal. Alors, il y a une vraie recherche du style, mais ça, c'est une des forces de Manabe. C'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup aussi aux tenues de ses personnages et aux postures. Et c'est vrai qu'en 2-3 cases, il arrive à créer une véritable aura à ses anti-héros. Ouais. Ushijima, sa première apparition, c'est pareil. Enfin, voilà, elle est très marquante. Elle installe clairement le personnage, elle installe les histoires qu'il va charrier, elle installe le contexte. C'est pareil pour Kujo, en fait. Dès qu'on le voit, même s'il est dans une position plus réflexive et il est moins martial, quoi, moins impressionnant que Ushijima, il y a quelque chose qui se dégage instantanément du personnage. Et ça, c'est une des grandes forces de Manabe, c'est de savoir installer tout son récit à travers un personnage principal dont on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, et qui a une sorte de carapace comme ça, qu'on va gratter progressivement, mais on ne sait jamais à quel moment on va arriver à toucher l'épiderme. Et Kujo, c'est pareil, on est vraiment sur le même schéma de caractérisation. Alors, Ushijima. On pose une question. Dans Atom, le titre n'était pas le même. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui a conduit au changement du côté de chez Kana ? Là, oui, pas de chance, on n'est pas à l'édito, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu l'occasion de le publier, on va dire, en quelque sorte, en France avec Atom. Ouais. C'était Thibaut Desbief qui a fait la traduction de ce premier chapitre. Et c'était une occasion, on s'est dit, voilà, on l'a annoncé peu de temps avant, pendant le Pop Asia Matsuri, le chapitre, voilà, on permet de le mettre en avant. Et en soi, un titre se décide jamais autant de temps à l'avance, sachant qu'il restait encore 5 ou 6 chapitres à traduire, et c'était uniquement le premier chapitre. Donc je suppose que voilà, il y a eu des brainstorms pour se dire. T'avais quand même 2 lignes directrices, c'était que il fallait le sous-titre comme Ushijima. T'avais Ushijima, l'usuré de l'ombre. Donc là, c'était l'implacable qui devait, et le titre qui était le nom du personnage. Donc en fait, je pense que l'édito a gardé la même logique qu'ils avaient fait à l'époque sur Ushijima, et on gardait du coup nom du personnage plus sous-titre derrière. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez évidemment 2-3 planches qui passent. La planche juste avant était absolument. Moi, c'est l'une des planches qui m'a le plus frappé. Avec cet enfant, malheureusement, vous le comprendrez dans le premier tome, mais cette femme qui enrage comme Jaja, c'est un moment vraiment, j'ai halluciné. Alors, on va un petit peu parler de Kujo, parce que voilà, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est donc du coup l'œuvre qui succède à Ushijima, quelque chose qui a réussi à quand même instaurer une bonne ambiance qu'on connaît bien maintenant, pourtant on la retrouve directement dans Kujo l'implacable. On change quand même de personnage, c'est plus du tout les mêmes qu'on a pu connaître avant, et pourtant on retrouve quand même très vite des similitudes. Est-ce que pour toi, Nathan, c'est quelque chose qui apporte un peu plus de crédit à Kujo, ou c'est quelque chose qui pourrait peut-être le desservir sur la longueur, dans le sens où il y aurait trop de similitudes à Ushijima ? Moi, j'aime beaucoup qu'il continue à s'intéresser aux victimes. Le début de Kujo, c'est vraiment très cinématographique, avec cet avocat qui lui dit quoi faire. Tu vas me donner ton téléphone, tu vas te taire, je vais tout faire pour toi, et t'inquiète, tu t'en sortiras avec pas grand-chose. C'est hyper intéressant, mais très vite après le premier chapitre qui te met bien dans l'ambiance, il y a pas mal de pages où on s'intéresse à ce garçon qui est un peu handicapé et qui a un problème avec la personne avec qui exerce une autorité sur lui. Et c'est très Ushijima, en fait. Moi, j'ai lu les 46 volumes assez vite, et j'ai vite enchaîné après avec Kujo, donc je me suis pas dit gros changement. Mais comme disait Fausto, toi tu le pressens, ça va continuer. C'est une histoire qui a moyen de durer. Et moi, ça m'intéresse toujours autant de voir jusqu'où les personnes sont dans le mal-être ou dans le besoin d'être défendues.
et de savoir effectivement comment Kujo va parvenir à trouver la faille sur laquelle il va appuyer pour soit aider la personne ou soit faire en sorte qu'il ait une peine très réduite, quoi. Alors, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant quand même à travers donc, du coup, ce premier volume, c'est qu'on a donc du coup Kujo qui prend quand même une place assez certaine dans cette histoire, puisque, comme tu l'as très bien dit, c'est titré sur le personnage. Mais on a quand même d'autres personnages qui m'ont bien plu dans ce premier volume, notamment ce fameux garagiste avec un très bel aigle tatoué dans le cou, qui lui semble aussi prendre un petit peu de place, mais voire même à être le vrai fil rouge qu'on va suivre. Donc je sais pas toi ce que t'en as pensé, Fausto, de ta première lecture de Kujo, mais j'imagine que tu connais plus ou moins la suite toi de ton côté, mais... Ouais, alors je connais la suite, je sais pas après ce qu'il va faire sur le très très long terme, mais sur les premiers tomes. Parce que j'avoue que moi du coup je suis quand même très curieux de voir quand même où ça va aller. Est-ce que c'est du coup ce genre d'histoire-là qui pour toi permettrait à Kujo justement de continuer sur potentiellement... comme Ushijima, une quarantaine de volumes. Moi, je pense qu'il va de toute façon épouser la même structure que sur Ushijima. Putain, c'est parfois difficile à prononcer. Mais, et sa grande force aussi, c'est d'arriver à installer... Je pense qu'il est beaucoup plus doué aujourd'hui pour installer des personnages secondaires qu'il ne l'était au début d'Ushijima. Mais on voit aussi dans Ushijima, au fur et à mesure, l'histoire se déploie. Il y a parfois même... alors moi, je ne l'ai pas relu depuis longtemps, mais dans mon souvenir, il y a un moment où on abandonne complètement Ushijima. Le personnage disparaît. Pendant plusieurs tomes. Pendant plusieurs tomes. Est-ce qu'il va faire la même chose sur Kujo pour laisser justement un personnage secondaire et puis des backstories prendre le pas? C'est fort probable. Je pense que là où c'est un peu difficile d'anticiper sur ce qu'il va faire, c'est que je ne suis pas certain que, même s'il a beaucoup de documentation et beaucoup de témoignages dans ses tiroirs, je ne suis pas certain qu'il ait une vision extrêmement précise de la fin de son récit, puisqu'en fait, il amalgame et il amasse tellement de témoignages et de documentation qu'en définitive, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Je pense qu'il y a peut-être des épisodes en fait de Kujo qui vont dépendre de ce que lui va récolter comme témoignage. Peut-être qu'il va faire des rencontres qui vont influer sur le déroulement de son histoire, des rencontres dans la vraie vie, j'entends. Lui, il est connecté à des avocats, donc il parle. Alors pour Ushijima, il a eu affaire au début à un usurier avec lequel il a eu d'ailleurs quelques petits problèmes, parce que le gars finissait par prendre un peu de place dans sa vie. L'usurier, il s'est pris premier degré dans le manga. Le manga, mais ça, c'est WAM, ça. Oui, je pense que c'est un peu ce qu'il a ressenti. Donc, moi, j'ose imaginer que maintenant, il est un peu plus prudent dans son rapport à ce type de témoin. Ceci est une fiction, les personnages ne sont pas réels. Voilà. Mais non, en tout cas, j'imagine que Kujo, ça doit être probablement, il faudra lui poser la question, une somme de plusieurs avocats qu'il a rencontrés, une sorte de mélange, une sorte de portrait un peu... qui vient mixer différents profils de baveux, pour employer un terme en fait. Rester street. Alors, Mathieu, toi de ton côté, est-ce que donc du coup tu as lu les deux, on est d'accord. Est-ce que pour toi, Manabe change de registre? Parce que bon, on a quand même eu Fausto qui nous a dit effectivement la très belle phrase « chasse le naturel et le revient au galop ». Est-ce que toi tu penses quand même que voilà, même si ça a ce côté plus accessible, on reste quand même très vite dans ce potentiel thriller ultra réaliste qu'on avait sur Ushijima? Clairement. Pour moi, c'est quand même plus accessible qu'Ushijima parce que le tome 1 est justement moins trash, comme on a parlé tout à l'heure du tome 1 d'Ushijima, donc c'est vrai que c'est là où on peut avoir un potentiel frein qu'on n'a pas dans Kujo, même si on a certaines scènes qui sont assez hardcore. Quand même. Voilà. Mais la première affaire, malgré tout, reste moralement impactante, on va dire, parce que vous avez vu tout à l'heure dans les images qu'on a passées, mais voilà, avec l'histoire autour de la mère et de son enfant, donc on va pas vous raconter ce qui s'est passé. C'est juste le premier chapitre. Voilà. Vous pouvez le lire gratuit sur le site de Kana. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, quand tu lis Kujo après avoir lu Ushijima, en fait, t'es pas surpris. Tu es dans la continuité en fait, de ce que tu as lu et de ce que tu as aimé dans Ushijima. Et donc c'est là où pour moi ça ne desservira pas Kujo parce qu'il reste vraiment dans toujours le même moule, on va dire. Et après le fait de se mettre du côté de la légalité, de se mettre du côté de l'avocat cette fois-ci et pas du côté de l'usurier, on verra justement où ça va mener, mais ça rend le truc un peu plus
moralement acceptable, on va dire. Ouais. Là où effectivement dans Ushijima, tu suis tout de suite un mec qui est dans l'illégalité et qui va faire des trucs atroces qui sont entre guillemets condamnables tout de suite. Là où Ushijima, tu suis juste un avocat qui certes va défendre sûrement des gens qui en fait sont potentiellement coupables ou voilà. Même si ça peut être encore plus pernicieux, c'est-à-dire qu'en ouais. fait, il est Totalement. du côté de la loi, donc en fait, il peut être amené à défendre des gens qui sont indéfendables, sauf que, sachant qu'il maîtrise les rouages de la loi, il peut justement en jouer et finalement sortir du pétrin des gens qui auraient mérité d'y rester. Quoi. Et sur ce que font des avocats, en fait, le métier d'avocat dans la vraie vie. Absolument. Au final, Et l'implacable, effectivement, c'est vrai que le titre qu'on avait choisi pour la prépublication dans Atome, c'était un clin d'œil à un documentaire sur Jacques Vergès qui s'appelait L'avocat de la terreur. Donc là, effectivement, l'implacable, c'est autre chose, mais je trouve que ça correspond plutôt bien à ce qu'est le personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait, où il va, comment il va connaît le défendre truc sur le bout ses des clients. doigts, hein, vraiment, Ouais, tu puis sens que il le type il a une connaissance. Il traîne aussi quand même avec des yakuza ou quoi, donc moi je me dis peut-être à tout moment il peut y avoir un revirement de situation où justement entre cette morale et la loi, il va peut-être faire voilà, il va peut-être faire un choix à un moment donné, surtout que son collègue aussi le questionne sur ça et on sent que c'est un truc qui va rester tout le long du manga de savoir on est-ce sent que son oui collègue ou non, va être vraiment une partie assez intéressante justement qui va le confronter à ses idées et ce genre de choses là et c'est vrai que du coup tu vas avoir un peu cette ambivalence entre les deux que j'aime beaucoup, enfin en tout cas que dans le premier volume tu le sens tout de suite que ça va être installé et ça j'avoue que j'ai vraiment bien apprécié. Parce que pour rebondir en plus sur ce que disait tout à l'heure Fausto, sur vraiment le personnage qui est maître en fait de la série, sur lequel la série tourne autour de lui, c'est vrai que Kujo comme Ushijima, dans le tome 1 en tout cas, à chaque fois qu'ils sont présentés dans les interactions, ils sont toujours maîtres de la situation. C'est-à-dire que ça soit, c'est lui qui dirige en fait, il y a une espèce de relation de dominant-dominé entre guillemets, où voilà, Kujo à chaque fois il sait ce qui se passe, il sait où il va aller, il sait ce qu'il veut faire, et dans tout le tome 1 en fait vous suivez un Kujo qui n'a jamais de problème entre guillemets, et c'est pareil pour Ushijima où quand vous arrivez dès le début, il va récupérer ses sous, il n'y aura aucun souci, et il n'y a aucun souci pour Ushijima. La différence, c'est qu'il met pas de coup de pression, Kujo, pour le moment. Enfin, moi, j'ai pas trop où il y a cette relation. Quand même le premier client, tu vois. Oui, mais tu vois qu'en fait, il laisse le choix, tu vois. C'est pas tellement son problème s'il veut pas où être défendu, quoi. Là où Kujo, là où Ushijima, il veut vraiment récupérer son argent. C'est peut-être la seule différence que moi, ça m'impacte, tu vois. Mais alors du coup justement, on parlait de longévité, mais est-ce que justement, de par le fait que c'est peut-être potentiellement plus accessible, ce soit quelque chose qui soit plus facilement adaptable, alors attention, je précise bien, en animé, parce qu'on sait que Manabe pour l'instant a quand même plusieurs adaptations justement en live action, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui permettrait peut-être d'arriver un peu plus en animé, surtout quand on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui prend de plus en plus à l'international, en termes de médium et autres. C'est quelque chose qui peut vraiment aider l'auteur à se faire connaître. Sauf qu'après, les CNN sont rarement adaptés en anime. Oui, ça va être un drama. Ça va être un drama, je pense. Ouais, puis ça s'y prête encore très très bien. Enfin, Ushijima, j'ai pas. Ce côté ultra réaliste fait très drama et de toute façon. Pour moi, c'est le frein aussi sur le côté animé. Je sais pas si tu vois le réalisme de la série fait que les Japonais sont sûrement frileux à le mettre en animé. Ça serait diffusé à 3h du matin. Il y aurait autant de personnes qui regardent. Justement, moi, en fait, c'est pour ça que je pose cette question, parce qu'on parlait de l'implantation des services de SVOD, qui ont carrément noué des partenariats avec différents studios, qui ont de plus en plus de poids dans ce genre de choses-là. Donc du coup, je me suis dit justement, avec les arrivées des productions Netflix, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas ce genre de choses-là aussi qui sont capables de motiver? On a vu Junji Ito qui est arrivé récemment, ou ce genre de choses-là. Après, Junji Ito, le truc, c'est que c'est compliqué en live parce que ça coûte cher. Ah oui, ça. Jamais dire jamais, mais ça se prête vraiment plus à un Mais drama oui, qui pourrait être je suis très très d'accord, bien. c'est juste pour Exactement, voir un petit peu Mais bon, référentiel de tout le monde. prenons par exemple le cas de Gannibal, qui est un excellent CNN, donc diffusé sur Disney+. Et qui est un très bon drama. Voilà, je pense qu'effectivement Kujo pourrait suivre cette voie-là. Alors après, c'est vrai que le truc, c'est que Gannibal, c'est plus court quand même que Kujo, et que Kujo, si c'est très très long, peut-être qu'effectivement ça méritera, et peut-être qu'il y aura plusieurs saisons de drama, et là ça peut effectivement un peu compliquer la production, parce que si la première saison marche pas trop, est-ce que... Bref. C'est des questions habituelles. En tout cas, le personnage, il est suffisamment charismatique, cinégénique, j'ai envie de dire. Je suis plus curieux de voir un véritable comédien, c'est-à-dire en chair et en os, incarner le personnage, que voir éventuellement une version animée. Je comprends. C'était juste histoire de voir un peu, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui revient quand même
très vite sur la table, ce truc d'adaptation animée, ce genre de choses-là. Et c'était pour voir un petit peu aussi comment vous vous sentiez vis-à-vis de ça. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, en tout cas, j'espère que cette partie sur Kujo vous aura donné envie, messieurs, dames, que vous irez vraiment donner votre chance à cet avocat implacable. Je peux vous assurer que vraiment, il vous réserve de bonnes surprises. Et en tout cas, moi de mon côté, ça a été vraiment une très très belle lecture qui figure clairement dans mes coups de cœur pour l'instant de l'année. On va un petit peu gentiment se diriger vers la fin, puisqu'on a déjà débordé, c'est ma faute. Qu'est-ce qu'on retient un petit peu quand même de Manabe aujourd'hui, à travers cette heure de discussion? Qu'est-ce qui, pour vous, reste encore à mettre en avant du côté d'Ushijima, Nathan? Comme on l'a dit, en fait, c'est un vrai documentaliste du quotidien, mais pas forcément celui qu'on voit. Donc c'est ça qui est vraiment hyper passionnant avec Shohei Manabe, à la fois dans Kujo et surtout dans Ushijima, parce que là on a 46 volumes et qui sont prêts. Et franchement, c'est pas moi je trouve que c'est vraiment pas un frein. Je les ai dévorés en quelques semaines, tous les jours un peu et tout ça. Donc il faut en profiter, le fait qu'ils soient là, disponibles, et s'ils ne sont pas en librairie, vous les demandez à vos libraires, et puis ils vous les apportent, ils les commandent, il n'y a pas de problème, quoi. Donc vraiment, c'est ça qui est passionnant, c'est l'aspect documentaire. Mathieu. Ouais, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder, mais parce que le manga au général c'est quand même une sorte de soft power japonais. On sait que ça permet derrière de s'ouvrir sur toute la culture japonaise, et nous on le voit, on est tous bien placés pour voir un peu les gens qui deviennent fans du Japon grâce au manga. Là où Ushijima, clairement, je pense que c'est pas le meilleur ambassadeur. Non, pas forcément, c'est sûr, mais justement quand on est habitué à lire des séries qui nous vendent forcément toujours le Japon comme en tout cas un petit havre de paix, c'est sympa d'avoir aussi ce côté-là, parce qu'évidemment le Japon n'est pas parfait comme n'importe quel pays dans le monde, et donc juste pour cet aspect-là en fait, Ushijima vaut clairement le coup si vous n'avez pas de soucis avec les thèmes abordés, avec la manière dont c'est abordé. C'est vraiment un super manga, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Après évidemment si le tome ne vous plaît pas, on vous l'a dit, passez plutôt sur Kujo. Allez, essayez Kujo. Oui, c'est peut-être pas mal de commencer avec Kujo et puis éventuellement de se déporter ensuite sur Ushijima. Je suis assez d'accord. Et toi, Fausto, si tu as peut-être une dernière anecdote ou une dernière envie concernant l'auteur Une dernière anecdote, non, il est sympa, Manabe, hein, il est sympa, il m'a même dessiné, donc c'est rigolo. Je sais pas où j'ai mis le volume 1, c'est dans le volume 1 d'Ushijima, il m'a dessiné. Bon, bref, ça on s'en fout. Non, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il y a dans Ushijima? C'est ça la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est vraiment très romancé, on va dire? Je pense que c'est très peu romancé. La majorité des lieux un peu de perdition, on va dire, ou certains lieux de plaisir qu'il évoque dans Ushijima, lui les a visités et testés. Voilà. Non. Pour compléter ce que tu disais, effectivement, on tombe pas forcément amoureux du Japon en lisant Ushijima. Après, on n'a pas forcément envie de tomber amoureux du Japon à chaque fois qu'on lit un manga. Néanmoins, ça fait aussi partie de ces œuvres qui ont façonné un certain imaginaire un peu parallèle sur le Japon, qui est aussi travaillé par quelqu'un comme J.K. Edelstein, donc l'auteur de Tokyo Vice. Donc si vous aimez bien Tokyo Vice, c'est intéressant de lire Ushijima. Si vous aimez aussi les romans de Ryu Murakami, donc Ryu, pas Haruki, donc c'est-à-dire des romans très urbains qui parfois se passent à Kabukicho, dans certains bas-fonds, et qui explorent, on va dire, des parties un peu étranges de la société japonaise. Du joyau qu'on ne voit jamais, la partie cachée un petit peu. Et puis après, si vous aimez les films de Yakuza, si vous aimez ce type d'imagerie, en fait. et avec effectivement une dimension documentaire telle qu'on en voit assez peu dans les mangas, en tout cas édités en France, parce qu'au Japon, on a effectivement des œuvres qui sont parfois très précises, avec beaucoup d'acuité sur la société japonaise. Or, c'est vrai que chez nous, on n'a pas forcément la chance d'avoir ce type d'œuvre, et c'est assez culotté d'éditer Ushijima. Donc, en tout cas, bravo de proposer Kujo de Manabe. Merci au lecteur. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, moi, je vous le dis. Justement, vous pouvez gagner, ça y est, 10 volumes. Enfin, il y aura 10 gagnants du volume 1, pardon. Pour Kujo, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est taper Kujo dans le chat. Attention, il faut bien mettre le chapeau sur le haut.
Et oui, parce que sinon. Et tu ne seras pas dans le augmentation cours. Nathan et Mathieu. Oui. Et évidemment, toujours, ça marche augmentation, toujours, Nathan, la connexion Mathieu. marche. Et surtout, vous n'oubliez pas de sera un mettre mail de la on direction de veut Cana, Manabé voilà. à Angoulême, évidemment. Mettez on veut Manabé à Angoulême, c'est important pour motiver toute la populace, bien sûr. Pendant ce temps-là, moi, je vous donne aussi un petit peu les récapitulatifs des news, mais nous avons bien le fils de Taïwan qui vient également de sortir. Nous avons le tome 3 de Onera qui sont Ouais, mais il y en a qui sont actuellement dans les bacs, ainsi que New Normal. Donc n'hésitez pas à foncer en librairie pour voir ce genre de choses-là. Notamment, voilà, vous avez le fils de Taïwan. Merci bien. On a, il y a une tripotée de nouveautés. Slam Dunk, ça s'est sorti il y a un petit moment. Mais c'est bien, c'est un très Mais bon c'est manga. très- Attention, Inoue, le boss, Voilà, ouais. on l'aime. Moi, j'avoue que, s'il vous plaît, sortez le film. Hein. Voilà, je fais ma petite propagande aussi. Darwin Incident, le numéro 3 qui est juste là. Très Manga bon de titre fou. aussi. Hein. Ça, manga de fou, par contre. Hein. J'ai pété mon crâne dessus. Nous avons effectivement New Normal, la nouveauté Canard. J'ai pas lu. Je fais des commentaires, personne m'a demandé. Hein, mais Mais vas-y, hein, tu es là pour ça. Mais tu vas repartir avec. Le tome 3, évidemment, de Onera. je n'ai pas lu. Et voilà, il vous y a- avez C'est pu- bien, le fils de Taïwan, c'est bien. Ouais. vous Il y a avez tout ce qu'il Hunter vous faut. Hunter aussi, là, un petit. On petit a manga. Ça, c'est nul. Hunter qui est juste derrière, mais qui non, malheureusement comment on il voit a pas. osé Ah, là, c'est terrible. Il est derrière Je Fausto. change de place. Bon, ça y est, je change de Fausto, place. au bout d'une heure 20, il en a plus rien à battre. Il me régale. C'est ça qu'on veut. Vous êtes content que ça revienne quand même. hein, Ah bah oui, quand même, là. quand même. Ok. Parce Bah, que en ju- plus, justement. c'est l'édition Moi, tu brillante. vas peut-être sur la. Aïe aïe aïe, c'est l'édition premier tirage, messieurs dames, qui nous régale. En hein, exclusivité. vraiment. Elle est magnifique. Premier tirage, jaquette brillante. Ah ça va pouvoir flex dans l'étagère, mon pote, t'inquiète même pas. Bref, je sais que l'équipe Cana est déjà sur le coup pour faire les tirages. Nous allons nous laisser là pour ce deuxième live Cana. C'était un véritable plaisir de vous avoir autour de moi sur ce plateau. Merci beaucoup Fausto, merci beaucoup Mathieu, merci Merci à beaucoup toi. Plaisir Nathan. partagé. Merci. J'espère Merci que vous à avez vous. passé un bon moment, évidemment, Ouais. en ma compagnie. J'espère, vous également, que vous êtes régalés du côté du chat. Merci évidemment à la régie qui nous a fait un travail formidable, les frérots qui sont juste derrière, qui nous ont régalés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre live. Et cette fois-ci, celui-là, il va être sur un petit truc un peu sympa, puisque ce sera sur Hunter x Hunter, bien sûr, avec la sortie du top 37. Quoi de mieux que de vous proposer un live dessus. N'oubliez pas, Kujo, on fonce en librairie pour se régaler du travail de Manabé. Et puis moi, je vous dis à dans un mois pour le prochain live. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.